On va se demander s'il est vraiment possible d'aimer ces grognasses autrement que pour leur cul. Ces discours-là peuvent peut-être vous aider un petit peu à court terme, mais à long terme, généralement, ça va être une catastrophe. Comment est-ce qu'un mec pourrait comprendre quelque chose d'aussi différent que lui qu'une femme, et comment est-ce qu'une femme pourrait comprendre quelque chose d'aussi différent qu'un mec? On est capable de vivre ses pulsions, mais dans un cadre acceptable pour la société, et il n'y a plus de mensonges et il n'y a plus d'hypocrisie, ou en tout cas beaucoup moins. Et je pense que pour les hommes, il est beaucoup plus facilement ok, en fait, d'avoir une relation amicale avec quelqu'un, où il y a de la sexualité. Les gens vont pouvoir me noter, me mettre un cucomètre s'ils le veulent dans les commentaires. Soyons honnêtes, hein, je veux dire, y a pas de honte à ça. 2h30, tu les tiens pas, donc ça fait depuis longtemps que Popol il est au repos. Les nanas aiment le cul, hein, la plupart, y a pas de problème. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu des amis femmes quand vous étiez enfant? Vous savez, avant que vous commenciez à avoir des poils qui poussent sur la bite et que vous commenciez à devenir complètement con dès que vous voyez une meuf. Bonjour et bienvenue sur Métadoxa, la chaîne où on pense sur ce qu'elle a pensé. Thaïs Descuffon. Pourquoi faire une vidéo sur Thaïs Descuffon? Les vues. Les vues, clairement les vues. Voilà, Thaïs Descuffon dans la miniature. Elle a un joli minois. Vous l'aimez pas parce qu'elle est hypocrite et parce qu'elle est opportuniste. En plus, vous avez envie de la baiser, mais en vrai, vous savez très bien qu'elle vous méprise et qu'elle vous considère comme un simp. Donc vous cliquez, en plus vous dites qu'il va y avoir de la bagarre, donc voilà, c'est sûr que ça aide bien. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que au début je me disais, parce que j'ai un côté un peu snob, je me disais non mais faire des vidéos sur Thaïs Descuffon, c'est peut-être c'est pas, je mérite mieux que ça quoi. Voilà, limite Stéphane Edouard, c'est un peu plus intellectuel et tout, mais Thaïs Descuffon et puis en vrai, j'ai commencé à regarder et je me suis mis à remarquer deux choses. La première, c'est que son contenu était assez inégal, donc il y a certaines vidéos que je trouve assez médiocres, mais d'autres qui sont plutôt, on va dire, dans la moyenne de la qualité de ce qu'on peut trouver dans les contenus pilules rouges, voir qu'ils disent des choses plutôt intéressantes, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, surtout, que je me suis dit qu'en fait, ce qui est bien avec Thaïs Descuffon, c'est que vu que justement c'est un contenu assez opportuniste, qui reprend énormément des codes et des principes et de la vision du monde de tous les contenus pilules rouges qui existent depuis déjà des années. En fait, c'est une excellente synthèse et c'est un excellent outil pédagogique. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amitié homme-femme et on va se demander si elle existe ou pas et s'il est vraiment possible d'aimer ces grognasses autrement que pour leur cul. Je précise, et c'est un élément important, que mon propos se place dans le cadre d'une transition pilule rouge, pilule blanche. Donc si vous voulez savoir de quoi je parle, vous regardez ma première vidéo de la pilule rouge à la pilule blanche. C'est important de le préciser parce que Thaïs Descuffon se place dans un cadre où elle va essayer de faire passer de la pilule bleue à la pilule rouge. Donc en fait, si vous n'avez pas déjà fait cette transition et que vous êtes encore dans un esprit très idéaliste qui repose sur beaucoup de mensonges, très pilule bleue, et que vous essayez directement d'appréhender un discours qui se place plutôt dans un cadre pilule blanche, en fait on essaie d'être à la fois lucide, mature émotionnellement et apaisé, mais où justement on est lucide, où on ne se ment pas en fait sur des choses sur lesquelles beaucoup de gens se mentent, le risque c'est justement de prendre mon discours comme une validation de tous ces mensonges dans lesquels vous croyez encore, de toute cette vision très utopiste, très fantasmée des relations hommes-femmes, et effectivement, là, mon discours peut poser problème et peut créer un certain nombre de soucis, puisqu'il ne va pas être compris en ayant intégré justement tous les enseignements de la pilule rouge. Là où je pense quand même que malgré tout, mon discours peut être important pour des gens qui n'ont pas encore fait tout ce cheminement, mais qui sont en train de le faire, c'est que moi, le problème que j'ai avec tous ces gens de la pilule rouge et tout, qui essaient de vous expliquer les relations, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à le faire sans directement vous donner une vision totalement cynique et totalement robotique des relations humaines. L'un des rares que j'ai vu réussir à peu près à faire ça, c'est Jordan Peterson. Mais sinon, oui, globalement, le souci, c'est que ces discours-là peuvent peut-être vous aider un petit peu à court terme, mais à long terme, généralement, ça va être une catastrophe,
parce que ça va complètement bousiller vos chances d'avoir des relations à peu près matures, adultes et harmonieuses. Alors oui, posons les choses tout de suite. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous justifier pourquoi je considère que l'amitié homme-femme peut parfaitement exister et que dans certains milieux, ce n'est même, à mon avis, pas si rare que ça. Pour ma part, je pense que Steve Harvey a raison quand il dit qu'il faut casser ce mythe de l'amitié homme-femme. Car oui, je pense que c'est un mythe dangereux qui finit par rendre les hommes misogynes et les femmes misandres. Et en plus de ça, c'est aussi une des sources du féminisme ambiant, comme je vais vous l'expliquer plus tard. Non, l'amitié entre les hommes et les femmes, ça n'existe pas, et on va voir pourquoi. Alors, est-ce que l'amitié homme-femme est un mythe dangereux? Alors, du coup, je ne pense pas que ce soit un mythe, mais je pense que ça peut effectivement être une idée dangereuse. Et pourquoi est-ce que je pense que ça peut être une idée dangereuse? Eh bien, parce que nous vivons dans une société où encore beaucoup de gens sont tout à fait immatures émotionnellement. Et le problème, c'est que si ils ont une vision totalement fantasmée des choses, où ils abordent l'amitié homme-femme depuis un endroit où ils ne se connaissent pas et où ils n'ont aucune maturité. Déjà, deux mecs se comprennent pas bien, deux femmes se comprennent pas bien. Donc comment est-ce qu'un mec pourrait comprendre quelque chose d'aussi différent que lui qu'une femme, et comment est-ce qu'une femme pourrait comprendre quelque chose d'aussi différent qu'un mec? Donc évidemment, dans un contexte où il peut y avoir du désir, où il peut y avoir des enjeux de séduction, où il peut y avoir la compétition sexuelle, voilà. Si les gens ne se connaissent pas, sont un peu en frustration, sont pas vraiment épanouis sur le plan sexuel, homme comme femme d'ailleurs, et si en plus ils sont incapables de comprendre des gens aussi différents que des personnes de l'autre sexe, bah là effectivement, forcément, ça crée de la merde. Alors sur Metadoxa, j'aime bien les ternaires, c'est-à-dire tous les systèmes en fait qui fonctionnent avec 3 termes, et aujourd'hui je vous propose un ternaire de plus. C'est un ternaire créé par Freud, c'est le ça, le moi et le surmoi. Alors il y a vraiment absolument rien de nouveau et rien d'inédit dans cette notion. D'ailleurs oui, je sais, Freud et la psychanalyse sont des sujets très controversés en psychologie. J'ai beaucoup de reproches à faire à la psychanalyse en tant que discipline. Ceci dit, je considère qu'absolument toutes les idées de Freud et toutes les idées en rapport avec la psychanalyse ne sont pas complètement achetées et qu'elles peuvent avoir un certain nombre d'applications pratiques et dire un certain nombre de choses pertinentes, même si effectivement sur le plan de la validité scientifique pure, c'est discutable. Alors, en tout cas sur le plan de la clinique, il y a des choses qui peuvent avoir une pertinence. Et donc, petit rappel pour les gens qui ne sont pas du tout familiers avec Freud et avec ces notions, le ça, c'est en quelque sorte la partie de la personnalité qui est la plus pulsionnelle, la plus instinctive, la plus animale. C'est la partie de la personnalité qui gère les désirs en fait. Et c'est une partie qui est généralement réprimée, voire inconsciente parmi les gens, on va dire, qui ont reçu une éducation minimum et qui sont à peu près civilisés, capables de fonctionner en société. Donc ça va être effectivement tout ce qui va être le désir sexuel, le désir de meurtre et tous les tabous, voilà. Vous avez le surmoi qui est en fait la part de soi qui a intégré un certain nombre de limitations, de règles, de cadres de la société, et qui en fait est capable justement de prendre sur elle, de se maîtriser. Et vous avez le moi qui est supposé être une combinaison des deux et représenter une forme de personne, de soi réel et de soi accompli, disons. Pour le résumer d'une façon très simplifiée, vous avez d'abord un stade d'enfance en fait où on est complètement dans notre ça et en fait on se pose pas beaucoup de questions, on est simplement en train de suivre notre désir. Vous avez une phase, disons, où on est éduqué, où en fait on intègre du surmoi, et là on va passer dans une phase qu'on pourrait appeler pilule bleue, où on devient identifié à son surmoi et on nie le fait qu'on a encore du ça, qu'on a encore des pulsions qui nous dirigent. Et on pourrait dire du coup qu'il va y avoir une phase pilule rouge, c'est un peu les sujets qu'aborde Thaïs Descuffon, où depuis notre identification, qui est une forme de mensonge, hein, à notre surmoi, on se rend compte qu'en fait on a un ça, et que le ça dirige beaucoup de choses dans notre vie, et qu'en réalité, beaucoup d'interactions dans le monde, beaucoup de rapports entre les gens, qu'il y a beaucoup de rapports de force en fait qui sont basés sur du ça qui s'exprime d'une manière plus ou moins claire, ou plus ou moins cachée, plus ou moins assumée ou pas.
Il peut y avoir toute cette période, mais justement avec tous les gens qui sont passionnés de psychologie évolutionnaire et tout, où finalement, on va dire le surmoi c'est une hypocrisie, et au fond, l'essentiel des comportements humains se résume aux pulsions, se résume au ça, se résume à des rapports de force et tout, et puis ce n'est jamais que des jeux d'intérêt, des calculs, des qui va être le plus fort, qui va être le meilleur, et voilà. Et, parce que c'est pas la fin, quand on a été regarder un peu son ça, regarder un peu ses pulsions, qu'on a admis qu'elles étaient là, qu'on les a vécues, intégrées, et qu'on arrête de se les cacher, tout simplement, et quand on a, disons, réussi à faire la synthèse entre notre ça et notre surmoi, bah, on peut combiner les deux, et devenir une personne mature, capable de s'intégrer pleinement dans son moi. C'est-à-dire que aucune des deux parties ne va être sacrifiée. On est capable de vivre ses pulsions, mais dans un cadre acceptable pour la société, et il n'y a plus de mensonges et il n'y a plus d'hypocrisie, ou en tout cas beaucoup moins. Comprenez bien que dans une vision du monde pilule bleue ou pilule rouge mal digérée, tout ce qui est haine, misogynie, misandrie, en fait, ça se nourrit de quiproquos et d'émotions mal intégrées et de ça qui est nié et qui est foutu sous le tapis comme ça, et voilà. Mais quand on parle d'amitié, on parle d'autre chose. On parle d'une relation très proche, qui est intime sur le plan émotionnel, mais qui reste purement platonique sur le plan physique. Finalement, l'amitié, c'est quand on peut tous dire, mais qu'on n'a pas envie de coucher ensemble. Et si on prend cette définition, vous allez voir que les scénarios où vous avez une relation entre un homme et une femme, à la fois intime émotionnellement, mais aussi physiquement platonique, ça n'existe pas. Alors, il y a un point déjà que je voudrais poser, parce qu'en fait, c'est un argument qui revient beaucoup dans le discours de Thaïs, et qui, on pourrait dire, totalement central, en fait, dans le propos de toute la vidéo, et je pense qu'il est très discutable. C'est l'idée que l'amitié n'est pas possible s'il y a de la sexualité. Et je suis désolé, mais je pense que l'amitié est tout à fait possible avec de la sexualité. Et je pense que pour les hommes, et c'est quand même dommage, en fait, que Thaïs ne comprennent pas ça, alors qu'elle prétend justement parler de psychologie homme-femme et d'expliquer en quoi les deux sont différents. Et je pense que pour les hommes, il est beaucoup plus facilement ok, en fait, d'avoir une relation amicale avec quelqu'un, où il y a de la sexualité. Et j'en veux pour preuve, d'ailleurs, que, pour connaître un peu certaines communautés homosexuelles, chez les homosexuels, ça a tendance, en tout cas chez énormément d'entre eux, à coucher à tout va, et la très grande majorité des couples, quand il y en a, sont des couples open, c'est-à-dire que les gens, en gros, ont une préférence pour une personne en particulier, parfois ils vont vivre ensemble sous le même toit, donc ils se considèrent en couple, mais chacun il va un peu à droite à gauche, va coucher avec des amis, des connaissances, des gens rencontrés dans des bars, et ça ne pose généralement pas trop de problèmes. Il peut y avoir des dramas quand même, des jalousies évidemment, mais globalement c'est un truc qui se pratique beaucoup, et pour une raison très simple à mon avis, c'est que pour les mecs, quand une personne est séduisante, quand il y a possibilité, bah après tout, pourquoi ne pas y aller, pourquoi ne pas coucher, quoi. Et ça, ils vont pas forcément y mettre le même enjeu émotionnel que pour une femme. Donc effectivement, et ça c'est quand même un point extrêmement central et extrêmement important. Et surtout, c'est un truc qu'il faut que les femmes comprennent. Mais parce que vraiment, enfin, mesdames, il y a probablement, enfin, si vous regardez cette vidéo, à la base, ça s'adresse pas forcément à vous, mais si vous regardez cette vidéo, je vais vous dire un truc très important. Il est tout à fait possible que dans votre vie, vous ayez considéré que des hommes étaient des manipulateurs, des connards, des machins, parce que justement, alors que vous pensiez que vous étiez dans une relation amicale, à un moment, ils ont vu une opportunité et ils vous ont fait une proposition sexuelle. Il est tout à fait possible que l'amitié et les sentiments amicaux que cet homme avait pour vous étaient parfaitement sincères. C'est juste que après tout, s'il a vu une opportunité, il peut tout à fait avoir eu envie de la saisir, mais ça ne veut pas dire que il s'est rapproché de vous uniquement pour ça. Parfois, ce sera le cas. Mais très souvent, ce n'est pas forcément le cas. C'est juste que un mec qui voit une opportunité, en général, il la saisit, indépendamment de s'il y a amicalité ou pas. Et du coup, quelle différence fondamentalement entre une relation amicale avec du sexe et une relation amoureuse? Bah, ça va être des choses comme simplement le niveau d'intimité, c'est-à-dire que dans une relation amoureuse, on va en général être dans une intimité extrêmement profonde, extrêmement forte, qu'on ne retrouvera pas forcément dans une relation dite sex friend. D'ailleurs, c'est pour ça que le terme existe, hein. Le terme sex friend existe, bah, c'est parce qu'il y a des gens qui considèrent tout à fait que on peut faire du sexe avec des amis.
Et bah aussi assez souvent, c'est un truc qui a tendance à se perdre aujourd'hui et un truc auquel les personnes les plus jeunes ne sont pas forcément connectées, mais aussi dans une relation de couple, on a généralement des projets ensemble, on a envie de vivre ensemble, voire on vit déjà ensemble, on peut avoir envie de faire des enfants, enfin voilà, il y a l'idée c'est quand même qu'à un moment on construit quelque chose à deux, et ça a priori dans une relation d'amitié où il peut y avoir du sexe, ce genre de choses n'existe pas. Alors maintenant, est-ce qu'il est possible d'avoir une relation entre un homme et une femme où il y a de l'amitié et qui soit platonique, donc où il n'y a pas de sexualité? Thaïs nous dit que non. On est d'accord que le principe d'une affirmation catégorique de type cette situation fonctionne tout le temps, c'est que si jamais il n'y a qu'un seul contre-exemple, en principe, là on revoit son popper sur la réfutabilité, c'est de l'épistémologie, en principe, s'il y a un cas qui ne marche pas, c'est que la théorie est fausse. Bah, je suis désolé, mais j'ai au moins un exemple dans ma vie, en tout cas personnellement, de situations où j'ai vécu une amitié avec une femme, où à mon avis l'amitié était tout à fait sincère selon les critères de Thaïs, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine intimité, qu'on passait pas mal de temps ensemble, qu'on se racontait pas mal de choses effectivement, et où c'est resté tout à fait platonique. Alors après, il y aura toujours des gens qui vont rationaliser de est-ce que c'était vraiment une vraie intimité. Je dirais pas que cette personne était ma meilleure amie, je dirais pas que je pouvais lui raconter absolument tout et n'importe quoi. Ceci dit, il y a beaucoup d'hommes que j'ai considérés comme des amis avec qui j'avais pas forcément une relation aussi proche qu'avec cette personne-là. Alors là, c'est un peu le moment où des gens vont pouvoir me noter, me mettre un cucomètre s'ils le veulent dans les commentaires. Je vais vous expliquer un peu le contexte de cette relation. Et vous allez je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans la pilule rouge qui vont avoir des choses à redire à ça et qui vont sûrement estimer que je suis un bêta qui ne se respecte pas et tout, mais bref, je vais vous raconter le contexte. Donc, j'étais en L1 de psychologie, c'était il y a 5 ans, je crois, je devais avoir dans les 21-22 ans, oui, c'était par là. C'était quelque chose comme ça. Et simplement, on va dire que faut savoir qu'en psychologie, il y a entre 85 et 90% de femmes. Donc, quand t'es un mec en psychologie, en général, tu te sens assez seul. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de présence masculine. Tu peux avoir des salles de classe comme ça où il y a peut-être un ou deux autres mecs dans la salle maximum. Et c'est pas parce qu'il y a un mec que ça va forcément devenir ton pote. Mais du coup, forcément, dans un contexte comme ça, tu as tendance mécaniquement à te rapprocher de femmes. C'est le contexte qui aide. Et si tu ne le fais pas, tu risques de te retrouver bien seul. Et d'ailleurs, c'est intéressant en fait, parce que ça t'apprend aussi, ça t'aide un peu à les humaniser ça t'apprend à avoir des rapports avec elles qui ne sont pas uniquement des rapports needy où t'essaies de les séduire. Donc en fait, le problème que j'avais un peu cette année, c'est que j'avais pas mal de mal à me rapprocher de gens et à nouer des amitiés. Parce que, je sais pas, j'ai toujours eu un tempérament un peu introverti, solitaire, et puis je dois tout à fait vous avouer qu'en fait, la plupart des filles en psycho, enfin même des mecs en vrai, mais la plupart des gens en psycho, je les trouvais pas super intéressants, pas super intelligents aussi. J'ai tendance à préférer les relations amicales qui me nourrissent au moins un minimum intellectuellement. Et d'ailleurs, en vrai, par la suite, j'ai noué pas mal d'amitié avec des gens qui étaient dans d'autres cursus que la psychologie, qui étaient en droit ou en histoire dans d'autres cursus. Et donc, j'étais pas mal isolé alors cette année, et il se trouve que il y a très rapidement une fille du groupe qui s'est rapprochée de moi. Et en plus, pour la petite histoire, je pense qu'on peut dire que c'était probablement la plus jolie ou l'une des plus jolies filles de la promo. Comment est-ce qu'on a commencé à discuter? C'est assez simple. Il y avait le fait que je jouais à League of Legends, et elle aussi. D'ailleurs, elle avait un niveau pas trop dégueulasse, elle était main Aurelion Sol avant le rework. Il y a très peu de gens qui jouaient ce champion avant le rework, mais peu importe. Et simplement, on a commencé à discuter de ça, et puis d'autres choses aussi, et assez rapidement, on a commencé à faire des parties en ligne quand on rentrait le soir, et puis aussi, on discutait pas mal de tout et de rien. En fait, très très rapidement, on a noué une relation de pote, on pourrait dire, on se racontait des blagues, on s'entendait bien, et franchement, je trouvais cette fille plutôt intelligente, en tout cas, clairement, plutôt clairement sur le dessus du panier par rapport à ma promo. Et ouais, c'était une bonne pote. Et il se trouve que effectivement,
on a été assez rapidement amené à parler un peu de sexualité, de relations amoureuses et tout. Ce dont j'ai remarqué beaucoup de femmes parlent assez facilement, et même en fait entre amis mecs, on parle souvent aussi de ces sujets-là, sauf que souvent on en parle différemment. Mais on a été amené à parler de ces sujets-là, et en fait elle était déjà casée, elle était heureuse avec son mec. De ce qu'elle me racontait, son mec avait l'air plutôt sain aussi en plus. Voilà. En plus, j'ai jamais vraiment senti que je lui plaisais autrement qu'amicalement. Ça me semblait assez clair. Euh, Forcément, physiquement, je la trouvais attirante, mais après, je me sentais pas forcément une proximité au niveau de la personnalité qui fait que je pense que si une occasion avait été possible de sortir ensemble, ça aurait forcément donné grand-chose autre que justement des relations sexuelles et tout. Voilà, donc je considérais pas que je perdais forcément grand-chose de ce côté-là. Après, effectivement, si elle avait fait une proposition, et si j'avais pas eu l'appréhension de casser un couple, parce que figurez-vous que j'aime pas trop casser des couples, surtout quand ils me paraissent harmonieux, là, pourquoi pas, éventuellement, il est possible que j'aurais pu dire oui, mais en fait, je ne considère pas que ce soit un problème en soi, mais je m'entendais bien avec cette personne. Cette personne me permettait clairement de beaucoup moins me faire chier dans ma promo de psycho. Je pense que je me serais beaucoup plus ennuyé sans elle. D'ailleurs, cette fille m'a dit, parce qu'après, quand elle a fini son année, elle a été dans un autre cursus, et, elle m'a déjà dit en message après sur Facebook que c'était quand même plus ennuyant les études quand j'étais pas là. Mais du coup, voilà, en fait, on avait simplement une relation de potes, et je n'ai vu aucune opportunité de faire évoluer ça vers autre chose. Je n'en ai pas forcément eu le désir d'ailleurs, le désir que ça évolue vers autre chose. Et effectivement, si j'écoutais mon petit singe intérieur qui disait elle est quand même belle, effectivement, il y a bien eu des moments où je me suis dit que ce serait peut-être pas désagréable de se la taper. Mais encore une fois, je veux dire, une fois que la chose est conscientisée, et une fois que tu as conscientisé que a priori ça ne se fera pas, du moment que les choses sont claires dans ta tête, et du moment qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans la relation, je ne considère pas que ce soit forcément un problème. C'est juste, les choses sont comme elles sont, et plutôt que et c'est ça en fait le problème des mecs qui ont un problème de maturité émotionnelle à ce niveau-là, et qui sont complètement dirigés uniquement par leur bite, c'est que plutôt que de rester focalisé sur un truc où il n'y a pas d'opportunité de ce côté-là, où en plus il y a un truc qui amicalement se passe plutôt bien, où ça risque clairement de foutre la merde et de donner aucun résultat si tu tentes autre chose, plutôt en fait que de rester monomaniaque sur un truc qui voilà, pourquoi ne pas simplement regarder ailleurs et profiter de ce qui est disponible. Voilà, moi c'est ce que je pense. Donc, effectivement, j'ai eu une relation d'amitié avec une femme avec qui on rigolait pas mal, avec qui on regardait des films de temps en temps, avec qui parfois je jouais en ligne quand je rentrais chez moi. Et effectivement, j'étais généralement assis à côté d'elle lors des cours, parce que simplement c'était moins chiant, c'était plus fun. En plus, il y avait des moments en fait... on était un peu sur les ordis à se montrer des trucs sur internet parce que les cours étaient chiants et tout. Enfin voilà, ça c'est plein d'étudiants ont fait des trucs comme ça, et voilà, en fait, pourquoi est-ce que j'aurais été foutre la merde dans un truc qui se passait bien et qui était profitable, et où il y avait un truc cool, juste parce que il y a une partie de mon cerveau en mode cerveau reptilien animal qui se dit non mais quand même effectivement c'est vrai que pas dégueulasse, peut-être j'aimerais bien me la taper quoi. Mais ça, justement, c'est un truc qui est beaucoup moins clair dans le logiciel féminin, et d'ailleurs, Thaïs est une femme, et à mon avis, elle n'y coupe pas, c'est que les femmes vont beaucoup moins dissocier l'amitié, ou même l'amour, en tout cas la proximité émotionnelle, avec le désir sexuel. C'est-à-dire que pour une femme, en gros, si elle désire un homme, en général, c'est qu'elle l'aime. Tiens, d'ailleurs, pour la petite histoire, je vais rejoindre tout à fait Thaïs dans son debunk, dans ses révélations de la psychologie masculine. Mesdames, si vous regardez cette vidéo, si vous avez des amis, en particulier s'ils sont jeunes, et en particulier s'ils sont célibataires, les chances qu'ils se soient déjà masturbés en pensant à vous sont extrêmement proches de 100%. Voilà, donc ça c'est une vérité, je pense que c'est bien d'avoir conscience.
Certaines femmes, à mon avis, en ont déjà conscience, mais voilà, c'est juste petite info au passage. Et encore une fois, je pense que ça ne veut pas forcément dire que votre relation est hypocrite, ou en tout cas entièrement hypocrite. Ça, après, c'est à chacun un moment de voir un peu qu'est-ce qu'il cherche et de voir à quoi il est prêt potentiellement à renoncer ou quoi aux caisses. Je précise d'ailleurs que le fait que votre ami ait déjà pu se masturber en pensant à vous ne veut en soi pas forcément dire grand-chose, hein, parce qu'en réalité, un homme qui essaie de donner du plaisir a tendance à essayer de se focaliser sur une image attirante quelle qu'il soit, et donc soit ça va être avec des actrices et des vidéos trouvées sur internet, soit ça va être avec des filles jolies dans son entourage. Ça peut être vous comme ça peut être autre chose. D'ailleurs, soyons clairs, en fait, si cette chose-là était vraiment importante, si c'était vraiment un critère, en fait, on pourrait dire que à peu près tous les hommes, à peu près tous les hommes en couple, en fait, sont au moins psychologiquement infidèles, hein, parce que quel homme en couple ne s'est pas déjà touché en pensant à une autre femme? Quel homme en couple n'a pas déjà regardé une autre femme dans la rue en se disant que quand même elle était bonne à baiser? Quel homme en couple n'a pas déjà regardé du porno avec des actrices qui du coup n'étaient pas sa copine et tout? Enfin, il y a un moment, effectivement, dans les parts les plus primitives et les plus animales de l'homme, il y a un truc qui a envie effectivement de semer ses graines dans à peu près tout ce qui est sexuellement appétissant et féminin. Ce truc-là existe, ça fait partie du ça. Ça peut être d'ailleurs plus ou moins prononcé chez des hommes ou d'autres. Chez certains hommes, ça va avoir tendance il va y avoir une grosse envie de avoir plein de partenaires dans la vie réelle et donc de coucher à droite à gauche, et d'autres hommes, en fait, ça va être plus vécu dans le fantasme, mais il y aura pas forcément de besoin, ni même de réel désir, en fait, de vivre ça dans la vie concrète, mais en tout cas, c'est un truc qui existe, et voilà, il faut effectivement en avoir conscience. Et ça, c'est simplement parce que les stratégies de reproduction entre les hommes et les femmes sont différentes. Les hommes produisent plein de gamètes qui vont essayer de répandre un peu partout, les femmes n'en produisent qu'un seul. Quand elles sont enceintes, ça dure 9 mois, et donc elles ont intérêt à choisir le bon partenaire et si possible, à faire en sorte de le garder pour avoir le meilleur succès reproducteur en ayant un mec qui va leur donner des bons gènes et en faisant en sorte que le mec reste pour les protéger quand elles sont enceintes et pour leur donner des ressources, etc., etc. Bon, on parle de psychologie évolutionnaire, voilà, ça fait partie du truc, il faut en avoir conscience, effectivement. Tout ça, ça fait partie du bagage pilule rouge de base, et l'idée, c'est absolument pas de le nier. C'est juste de dire que c'est pas parce que il y a une part de ça, il y a une part animale en nous, qu'en fait, ça nous conditionne entièrement et que ça fait tout ce qu'on est. On a aussi une éducation, on a aussi une capacité à prendre conscience de nos pulsions, on a aussi une capacité à maîtriser nos pulsions et non pas juste à les réprimer, à les foutre sous le tapis et dire que ça n'existe pas, mais disons à les vivre modérément et dans un contexte qui ne nuit pas, disons, à l'ordre social, à nos relations et tout et tout. Et tout ça peut très bien, par exemple, il y a énormément de stratégies différentes, mais simplement tu peux vivre ça dans le fantasme et garder ça pour toi. Tu peux avoir des jeux sexuels avec tes partenaires, ton ou tes partenaires, qui te permettent un peu de vivre ça dans un cadre qui est consentant. Il y a des gens aujourd'hui, ça se pratique de plus en plus, qui vont être dans le polyamour ou dans le libertinage, ce genre de choses. Il y a des gens qui en fait arrivent très bien à se contenter d'une relation monogame. Mais voilà, il y a entre personnes adultes, matures, consentantes qui communiquent, en fait, il y a plein de façons de réussir à allier notre ça et notre surmoi pour avoir un moi à peu près correctement posé, à peu près harmonieux et fonctionnel dans le monde. Les hommes ont une libido plus élevée et doivent trouver le maximum d'occasions de se reproduire. Donc, ils recherchent du sexe. Les femmes sont plus faibles physiquement et particulièrement durant leur grossesse et donc recherchent de la protection. Pareil, non, c'est juste faux en fait. Les hommes n'ont pas une libido plus élevée que les femmes, non. Ou alors en tout cas, en imaginant que ce soit le cas, c'est à mon avis tout au plus assez... ça doit être un phénomène assez léger et où à mon avis il y a de sacrés recoupements et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont plus de libido que les mecs en réalité. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette confusion? Parce qu'en fait elle part pas de nulle part, hein. C'est simplement que les hommes vont avoir tendance à plus saisir les opportunités, c'est-à-dire que s'il y a une opportunité, l'homme va y aller direct, alors que la femme elle va avoir tendance, disons, à plus choisir ses partenaires, à plus prendre son temps, encore que, hein. Quand elle a vraiment du désir et quand le mec lui plaît, surtout aujourd'hui, on
au XXIe siècle, ça peut aller assez vite, mais en gros, la femme va avoir tendance à plus prendre son temps, à plus sélectionner son partenaire, et, euh, et à être en gros plus monogame. C'est voilà, les hommes ont tendance dans leur fonctionnement animal, dans leur ça, à être polygames, et les femmes ont tendance à être hypergames. Bon, Thaïs l'explique déjà dans d'autres vidéos, mais alors voilà, la femme, elle va choisir le meilleur mec. Le mec, il va essayer d'avoir accès à un maximum de femmes. Voilà, c'est le truc archétypal. Et ça ne veut pas dire qu'il a plus de libido. Enfin, une femme qui est vraiment à fond sur un mec, je suis désolé, mais ça peut y aller. Hein. Après, ça dépend des personnalités, ça va dépendre de certains, de certains dosages hormonaux dans l'organisme des personnes. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'appétit sexuel que d'autres. Enfin, il y a beaucoup de puceaux ou de mecs avec peu d'expérience qui peuvent fantasmer sur cet archétype de la nana nymphomane, en fait, qui a un appétit sexuel démesuré, se dire que c'est absolument génial. Moi, clairement, j'ai connu une femme qui avait beaucoup d'appétit sexuel. Je peux vous dire que au début, c'est excitant, on se dit chouette et tout. Très rapidement, ça peut devenir assez relou. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir c'est une relation qui a pas duré très longtemps, d'ailleurs, c'était pas uniquement que pour ça, mais quand tu commences à avoir une nana qui, au bout de 2 heures et demie de rapport, a encore envie, et que toi, en fait, soyons honnêtes, hein, je veux dire, y a pas de honte à ça, 2 heures et demie, tu les tiens pas, donc ça fait depuis longtemps que Popol, il est au repos, donc t'es en train de faire des trucs avec tes mains, avec des jouets et tout, voilà. Mais il y a un moment, tu commences à avoir un peu mal au bras, t'en as un peu marre, tu te fais chier, voire t'es un peu dégoûté, hein, parce que au bout d'un moment, le sexe, surtout chez le mec, dans des phases de retrait, ça peut avoir tendance à écœurer un peu, et qu'en fait, t'as la nana qui est toujours à fond, voilà. Ça peut devenir un petit peu emmerdant, quoi, et tu te dis, non, mais en fait, c'est bien, finalement, quand on fait d'autres trucs aussi. Puis bon, aussi, quand la nana te fait une crise et le prend mal parce que il est 4 heures du matin, que t'es complètement claqué, en fait t'as juste envie de dormir, et que du coup t'as pas trop envie de faire des galipettes et de la faire grimper au rideau, et qu'en plus elle part sur un quiproquo où elle pense qu'il y a un truc que t'as mal pris, alors, et que du coup c'est pour ça que t'as pas envie, alors qu'en fait c'est pas ça, mais c'est juste que t'es claqué, mais que c'est pas forcément si drôle d'être avec une nana qui a beaucoup de libido, et qui a un côté un peu d'info. Oui, souvent les mecs ont pas, à mon avis, plus de libido que les nanas. C'est juste que les nanas ont une façon différente d'exprimer leur libido. Mais beaucoup de nanas aiment le sexe. Hein. Si vous êtes puceau et que vous avez, j'entends des trucs moi parfois qui viennent d'incel et tout là, qui disent en fait les nanas elles aiment pas vraiment le sexe, elles le font parce qu'elles ont un intérêt, parce qu'elles veulent garder le mec. Les nanas aiment le cul, hein, la plupart, y a pas de problème, hein, sortez-vous vraiment cette idée de la tête, hein, Il y aura toujours une ambiguïté sexuelle qui n'existe pas entre deux hommes ou deux femmes. Et ça, on le voit déjà par rapport à la manière de se toucher. Vous êtes un homme et un de vos amis va très mal. Sa copine l'a largué, il a perdu son travail, bref, il est au bout du rouleau. Il n'est pas impossible que vous le preniez dans vos bras pour le réconforter. Et ce n'est pas ambigu. C'est une accolade qui envoie le message « je suis là pour toi ». Mais si c'est une de vos amies qui est dans la même situation, ça devient immédiatement beaucoup plus ambigu. On se prend dans les bras, on se touche, ce sont des gestes qui sont intimes. Ça peut amener à un baiser par exemple. Il y aura toujours ce flottement, cette difficulté à accomplir le geste aussi franchement que si vous le faisiez avec un autre homme. Parce qu'instinctivement, on sait qu'il est possible que cette simple proximité sorte du simple réconfort et devienne de l'attirance. Pour ce qui est des câlins, il y a un truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que on vit dans une société qui a tendance à très facilement sexualiser beaucoup de choses, et où d'une manière générale, on est beaucoup dans l'intellectualisation, dans un peu le contrôle de soi, et dans le fait de garder une certaine distance entre les gens. Et d'une manière générale, les câlins ont tendance à être peu pratiqués et à être mal vus dans énormément de situations sociales et entre énormément de personnes. Et en gros, le petit souci, c'est que quand tu es un homme adulte,
on considère concrètement que tu as le droit de faire des câlins à ta copine et à tes enfants, et c'est à peu près tout, concrètement. Enfin, si tu fais des câlins avec des potes direct, on va se demander est-ce que c'est pas un peu pédé, est-ce que c'est pas efféminé. Si tu fais des câlins avec des femmes, on va se dire ah mais en fait il y a un truc sexuel derrière, machin. Est-ce que c'est pas une façon d'approcher la meuf hein. Si tu fais des câlins à des enfants qui sont pas les tiens, notamment par exemple quand t'es animateur dans une école. Direct, on va se demander si tu serais pas un peu pédophile, ou en tout cas il y a un truc qui est pas très clair, on dit ah vaut mieux éviter. Enfin voilà, globalement en fait quand t'es un mec adulte dans notre société, c'est tu fais pas de câlin quoi. C'est le seul truc qui est bien toléré, c'est les câlins entre deux femmes, ça globalement ça passe plutôt bien, ouais, y a pas de souci. Ou à la limite, s'il y a un cas dont je vais pas parler, c'est les câlins entre membres de la famille, et encore ça dépend des familles, ça dépend des contextes un peu touchy, mais on peut admettre que entre cousins, avec des oncles et tout, pourquoi pas, avec les grands-parents, mais les câlins, franchement, c'est mal vu, et moi je pourrais vous présenter hein, des gens dans des écolieux, dans des lieux un peu alternatifs, des gens qui en fait ont cassé un peu ce tabou du câlin et tout, et qui se font assez facilement des câlins entre membres de l'écolieu et tout. Et oui, quand tu es entre personnes qui généralement sont en couple, ont des enfants, sont à peu près matures, ont passé la trentaine et ont pas complètement les hormones en feu et tout, oui, et quand en plus c'est la culture du milieu de se faire des câlins, il est tout à fait possible d'avoir des câlins entre hommes, entre un homme et une femme, où il n'y a pas d'ambiguïté sexuelle. Mais alors après forcément, ça dépend dans quel milieu est-ce que tu es et quelle est la culture de ce milieu. Et je suis d'accord que dans les milieux que doit fréquenter Thaïs et dans les milieux que doivent fréquenter les personnes qui regardent les vidéos de Thaïs, j'imagine que ce genre de truc n'existe pas beaucoup. Mais bon, c'est tout le problème, c'est que Thaïs parle de son expérience, elle s'adresse à un public qui est le sien, et on va forcément avoir tendance à généraliser à toute la société, voire à l'humanité entière, des comportements qui en fait sont liés à un environnement, à une culture, et surtout à un niveau de maturité et à un âge. C'est-à-dire que voilà, Thaïs, elle s'adresse à un public de personnes de 18-30 ans, quoi, et qui n'ont pas, disons, passé certains seuils de maturité dans les relations, à mon avis. Et quand on a passé ces seuils-là, les choses peuvent se passer très différemment de ce que décrit Thaïs. Et je ne pense pas qu'on soit, comme elle le dit à un moment dans sa vidéo, je ne pense pas qu'on soit sur des 0,01%. C'est pas forcément énorme, mais si, il y a quand même pas mal de gens qui vivent des choses différentes, et voilà. Hein. D'ailleurs, la plupart des trucs dont elle parle ne s'appliquent pas trop, beaucoup moins. Dès que les gens sont en couple, qui sont pas dans la frustration, dans la misère, qui sont à peu près heureux dans leur couple, et qu'ils sont engagés, quoi. Et globalement, un homme qui est en couple, une femme qui est en couple, les deux, en principe, peuvent nouer des relations d'amitié sans qu'il y ait forcément de l'ambiguïté, parce qu'à un moment, chacun est casé, on est à peu près d'accord sur le fait que, voilà, on n'a pas envie de tout foutre en l'air et tout, enfin, c'est bon, quoi. Faites une petite expérience. En tant que fille, dites à un de vos amis que vous voulez de lui, que vous avez toujours eu des sentiments à son égard et que vous voulez de lui dès maintenant. Vous croyez vraiment qu'il va vous dire « Ah écoute, t'es comme une sœur pour moi. J'ai pas envie de gâcher notre amitié qui est tellement importante avec des sentiments. » C'est amusant que le sujet de l'homme, en fait, qui veut pas casser l'amitié s'il y a des relations sexuelles, se pose, parce que je me suis retrouvé dans une situation un peu comme ça avec ma copine actuelle, mais dans une période où en fait je pensais encore que notre relation était amicale, et où ça faisait depuis un moment qu'on se fréquentait, mais où en tout cas on n'avait pas encore passé ce cap de rentrer dans une relation, disons, amoureuse, et d'officialiser le truc, quoi. Et donc c'est une personne qui est assez timide, assez réservée. Et j'avais eu l'impression à un moment qu'il y avait un certain nombre de signes d'intérêt de sa part, mais quand j'avais demandé si c'était le cas, elle avait pas assumé, sans doute par peur d'être rejetée, et voilà, donc elle m'avait dit non, et moi je l'avais pris pour argent comptant, et moi-même, pendant une certaine période, j'étais pas forcément exactement sûr de mes sentiments,
parce que en fait on avait un type de relation qui n'avait pas dépassé un stade d'intimité euh, que on vit avec une personne avec qui on fricote, mais qu'on ne vit pas en général avec une personne où il y a une relation que amicale. Et donc du coup, je ne savais pas vraiment ce que je ressentais sur ce plan-là, quoi. Et un jour, cette personne décide de me faire sa déclaration, de me déclarer ses sentiments, et moi, je me retrouve un peu pris de court parce que je m'y attendais pas trop, disons. Ça m'a pas énormément surpris, mais disons qu'en tout cas, je m'attendais pas à ce que ça arrive à ce moment-là, donc j'ai pas trop su quoi répondre. Et surtout, la peur que j'avais, c'est justement de me retrouver dans la situation du mec un peu drivé par son cerveau animal, en mode bah il y a une opportunité, je fonce quoi. Alors que justement, bah, moi j'avais beaucoup de respect pour cette personne, j'avais une grande envie de prendre soin de sa sensibilité, de ses émotions, voilà. Je sentais que c'était quelqu'un aussi qui pouvait être un peu fragile sur certaines choses, qui avait pas beaucoup de confiance en elle, qui pouvait, à mon avis, très mal vivre le rejet. Et, euh, je pense que j'ai senti aussi qu'il y avait, que c'était quelque chose qui était assez important pour elle, qu'il y avait beaucoup d'investissement émotionnel de sa part à mon endroit. Et j'avais pas envie de me retrouver dans cette situation justement du mec qui saisit une opportunité, qui voit qu'au fond il est pas vraiment intéressé pour un truc plus sérieux que ça, et puis qui à un moment met un stop et j'avais pas envie en fait de blesser ma copine actuelle du coup qui ne l'était pas encore à ce moment-là. Donc ça c'est la première raison pour laquelle j'ai mis un peu un stop au début et j'ai voulu me laisser du temps. En fait ça a duré que quelques jours, hein, très rapidement rapidement on est sortis ensemble, mais en tout cas, j'ai pas dit oui tout de suite parce que je ne voulais pas prendre le risque de la blesser. Deuxième raison, c'est parce que j'étais pas encore très sûr de mes sentiments, parce que justement j'avais besoin qu'il y ait une relation qui s'installe un peu sur le plan un peu de la drague, sur le plan de la séduction, pour savoir ce que je ressentais sur ce plan-là. Et effectivement, bah il y a, on s'entendait très bien sur le plan amical et c'est un peu un bouleversement qui peut avoir des conséquences et donc peut-être que je suis vraiment un cas à part mais oui dans ce genre de situation j'ai préféré garder un peu la tête froide et me laisser un peu de temps et laisser un peu de temps pour voir comment les choses se décantaient et est-ce que c'était sérieux et il s'est trouvé en réalité que je me suis rendu compte que lorsqu'on avait des rapports plus intimes et lorsque on discutait de choses plus personnelles, en fait, ça se passait merveilleusement bien. Et donc, du coup, on a fini par sortir ensemble. Mais en tout cas, oui, je peux témoigner effectivement que dans mon cas, la question de pas potentiellement foutre la merde et le choix de ne pas sauter sur une occasion juste parce qu'elle est là, bah du coup c'est la chose s'est faite dans mon cas, oui. C'est un peu le souci aussi avec les personnes très introverties et qui n'ont pas beaucoup de confiance en eux, c'est que c'est pas forcément très évident de créer des relations intimes avec elles, et tant que tu les connais pas dans l'intimité, c'est difficile de s'engager sur de l'intimité quand tu sais pas comment va être l'intimité avec la personne, quoi. Ces hommes qui tournent autour d'une fille pendant des années sans jamais la toucher, ça a un nom. Ce sont des satellites. Ils restent en orbite, mais ils ne rentreront jamais dans l'atmosphère. Pour une fille manipulatrice, c'est bien pratique. Quand elle va mal, elle aura toujours une épaule sur laquelle pleurer parce que son satellite sera trop content d'avoir une occasion de se rapprocher d'elle. Après, pour tout ce qui est des relations avec les mecs satellites, avec les mecs qui sont en embuscade et qui en fait ont des intentions mais veulent pas le dire et machin, en fait, globalement, on est sur des relations assez peu matures, avec des personnes soit qui ne se connaissent pas, soit manquent d'opportunités, ou sont pas satisfaites, ou ont de la frustration, ou des personnes qui ont tendance à voir les autres avant tout comme des objets, qui ont un rapport déshumanisant à l'autre, ce qui est assez fréquent en fait chez des personnes assez jeunes et qui n'ont pas trop développé leur maturité émotionnelle. Et à un moment, bah les gens font simplement avec ce qu'ils font, mais en tout cas c'est clairement possible de faire mieux. Et oui, c'est des trucs qui il y a beaucoup de ce type de relations, il y en a peut-être même encore plus aujourd'hui, mais c'est pas nécessairement comme ça en fait. Ça peut être on peut avoir des relations un peu plus saines et un peu plus
intelligente que ça. Quand on est un homme, l'amitié, la vraie, c'est avec d'autres hommes. Pourquoi? Eh bien parce que c'est uniquement comme ça qu'on développe des qualités masculines rares et nécessaires. Et là, on arrive à la conclusion de la vidéo qui m'attriste beaucoup et que je trouve assez confondante. En fait, l'amitié, la vraie, c'est avec d'autres hommes parce que ça permet aux hommes de développer des qualités masculines rares. Donc en fait, les mecs qui fréquentent que d'autres mecs parce que ce sont des geeks qui ne s'intéressent qu'aux jeux vidéo ou aux ordinateurs et qui ont des centres d'intérêt qui sont quasi exclusivement masculins et donc qui fréquentent que des hommes comme eux, ayant souvent aussi peu de succès avec les femmes. Donc ça, ce serait des hommes qui, vu qu'ils ne fréquentent pour ainsi dire que d'autres hommes amicalement, développerait des qualités masculines rares. Enfin, il y a un petit souci avec cette idée quand même. Mesdames et mesdemoiselles, regardez la réalité en face. À moins que vous fassiez du rugby avec eux et que vous soyez fan de Warhammer, vous ne remplacerez jamais les amis masculins d'un garçon. Vous pourrez être une connaissance qu'ils apprécient, mais pas une amie. Les hommes qui vous fréquentent ne le font pas par amitié pure. Ils vous apprécient sûrement, mais ils auront toujours une autre idée derrière la tête. Le rugby et Warhammer, sérieusement, c'est peut-être ça le problème au fond, mesdames, c'est que vous voulez sortir avec des gamins, quoi. On parle d'hommes qui finalement n'ont aucune connaissance de la part féminine de leur psyché, de la part féminine d'eux-mêmes, qui n'ont aucune forme d'intérêt pour des activités qui ne sont pas uniquement masculines, qui ne se sont pas rencontrés visiblement au-delà d'un certain point. Et oui, effectivement, si vous fréquentez des hommes qui n'ont absolument aucune forme de curiosité pour tout ce qui peut concerner des choses un peu plus féminines, l'intériorité, les émotions, peut-être des activités un peu plus relationnelles et tout, enfin, n'importe quoi, qui ne soit pas juste un boys club, oui, bah du coup, effectivement, vous n'allez pas les intéresser autrement que pour baiser, quoi. Mais, on en arrive vraiment au fond du problème où on a Thaïs qui quelque part maintient les hommes dans un état d'esprit où qu'on va beaucoup trouver dans la pilule rouge et qui à mon avis est extrêmement destructeur pour les mecs et qui va vraiment les bloquer à un endroit souvent. C'est qu'on les maintient dans un état d'esprit où justement il ne faudrait pas nouer de relations amicales avec les femmes parce que ce serait forcément hypocrite, pas sain, et en plus parce qu'il y a toute cette idée de, en gros, si t'es ami avec une femme, ça veut dire qu'en vrai t'es pas ami, t'es friendzone, et si t'acceptes la situation, c'est en gros que t'es un peu un bêta, un cuck, et que tu te respectes pas. Mais les mecs, enfin, vous voulez vraiment que je vous cite tous les avantages que vous pouvez trouver au fait de fréquenter des femmes amicalement, donc sans être juste dans l'espoir d'avoir des relations sexuelles, et devenir ami avec des femmes, et parler avec des femmes, et ce genre de choses. Alors, moi déjà, il y a un petit point quand même sur lequel je voudrais... il y a un petit point que je voudrais poser en fait juste avant, c'est est-ce que vous avez déjà eu des amis femmes quand vous étiez enfant? Vous savez, avant que vous commenciez à avoir des poils qui poussent sur la bite et que vous commenciez à devenir complètement con dès que vous voyez une meuf. Alors, parce que moi, j'ai eu des amis femmes quand j'étais enfant, et a priori, il y avait aucun problème sur le fait que c'était des amis. D'ailleurs, un de mes meilleurs amis d'enfance était une meilleure amie, et franchement, je passais énormément de temps à jouer avec elle, et bizarrement, en tout cas, la chose semble au moins possible quand les hormones et quand le désir et quand le besoin de reproduction ne rentrent pas dans l'équation. Et c'est un peu le souci que les êtres humains ont par la suite, c'est que au bout d'un moment, quand ils passent une phase qui s'appelle la puberté, et ben il y a les hormones qui rentrent dans l'équation, il y a le désir de reproduction qui rentre dans l'équation, et là tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais le truc, c'est que quand on a un peu dompté son singe intérieur et quand on est déjà disons plus ou moins épanoui sur ce plan-là, bah en face on a toujours un être humain qui certes est un petit peu différent de nous en moyenne, ou certains diraient beaucoup, mais en tout cas on a un être humain qui peut tout à fait être intéressant et avec lequel il peut être intéressant de relationner. Et donc pourquoi est-ce que des mecs
peuvent avoir tout intérêt à être amis avec des femmes. Alors déjà, il y a une première raison, et ça je pense que ça peut beaucoup servir aux mecs qui sont puceaux ou qui sont en galère, et qui souvent souffrent du syndrome de la réification et de la divinisation de la femme, qui ont un peu une vision où en fait la femme est une sorte d'être un peu à mi-chemin entre la déesse et la succube, tu vois. On est sur un être qui est mi-divin, mi-diabolique, mi-tentateur, mi-manipulateur, mi-merveilleux, voilà. En fait, on est sur quelque chose qui est un peu hors du monde, alors que ça représente 50% de l'humanité. Mais en tout cas, il y a cette espèce de fantasme de la femme, et on se retrouve avec des gens qui, justement, et c'est là tout le problème, sont tellement dans des idéalisations, des fantasmes, des représentations autour de la femme qu'ils ne sont plus capables de voir l'être humain, et c'est là aussi où il va y avoir objectification, où on va réduire l'autre en objet. C'est pas seulement parce que on le traite comme un objet sexuel, et parce que voilà, mais en fait, dans la divinisation de l'autre, il y a aussi une objectification, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir l'autre comme un simple être humain, avec ses envies, ses désirs, ses médiocrités. C'est une personne avec qui on peut discuter, tout simplement, avoir des échanges normaux. Et je pense que les gens qui réifient les femmes, qui sont dans cette espèce de divinisation, gagneraient beaucoup, mais vraiment, hein, gagneraient beaucoup à apprendre à parler avec des femmes, juste parler, discuter, sympathiser, s'intéresser un peu à elles, les écouter, comprendre comment elles voient le monde, et je dirais même, alors là je vais peut-être en choquer certains, mais moi, dans ma vie, j'ai beaucoup passé de temps à écouter les femmes raconter leurs histoires avec les mecs, et raconter leurs galères et leurs difficultés, et aussi les trucs qui se passaient bien, et comment elles voyaient le couple et tout, mais parce que déjà je le considérais comme une source d'information précieuse, et c'était une source d'information avec un point de vue féminin, donc ça me permettait de voir un peu l'envers du décor, et ça me permettait de comprendre beaucoup de choses, j'ai envie de dire, de gagner du temps, et bah ouais, en fait, finalement, quand les femmes vous parlent de ça, elles vous expliquent beaucoup de choses sur leurs relations, elles vous expliquent beaucoup de choses, elles peuvent vous red piler d'une certaine façon, sans que vous ayez forcément besoin de regarder des vidéos là-dessus, parce que parfois il y a des vérités qu'elles peuvent dire et tout, quand vous les mettez un peu en confiance, dont vous auriez pas forcément conscience spontanément dans un autre contexte, mais aussi vous pouvez simplement comprendre leur représentation à elles, pourquoi est-ce que euh, elles peuvent vivre certaines formes de frustration et de colère dont les mecs n'ont pas conscience parce qu'ils ne vivent pas la situation de leur point de vue, et c'est très intéressant. Donc ça c'est une première raison. Apprendre simplement à arrêter de les réifier, arrêter de juste bégayer et d'être dans un état second quand vous êtes en présence d'une femme, et les voir comme des êtres humains, en apprendre un peu plus sur leur fonctionnement, sur comment elles raisonnent, sur comment est-ce qu'elles vivent les relations et tout. Simplement, bah en fait, explorer la possibilité de l'amitié avec 50% de l'humanité, c'est quand même pas mal. Les femmes peuvent vous aider aussi à vous connecter à un certain nombre de choses, et peut-être à vous intéresser à des sujets auxquels vous ne seriez pas intéressé si vous étiez resté simplement dans votre boys club à penser à des trucs de mec et à raisonner comme un mec toute la journée. Donc si vous acceptez, disons, de vous ouvrir à la différence, ça pourrait vous donner d'autres perspectives et d'autres horizons. Les femmes aussi, et ça c'est un truc qu'ont compris un certain nombre d'homosexuels qui du coup n'ont pas sont peut-être plus connectés à leur part féminine, et n'ont pas ce problème en fait d'avoir ce truc de ouais, mais est-ce que je pourrais pas la pécho et tout. Bah en fait il y a pas mal d'homosexuels qui ont compris que les femmes ont un certain nombre de qualités qui sont beaucoup plus rares chez les hommes, des capacités d'écoute, de la douceur, alors pas toutes, hein, mais en tout cas il y en a un certain nombre, et moi, franchement, ça m'est arrivé même encore récemment de me confier à une amie femme, et de vraiment avoir un accueil de ce que je ressentais, et une écoute qui m'a fait beaucoup de bien, et que j'ai pas trouvé vraiment avant avec des amis mecs, parce que le problème souvent avec les mecs, c'est que ils vont avoir tendance à avoir
une vision un peu plus du coup masculine de la situation, avec des proposer des solutions, ou avec des trucs de tu devrais plus faire comme ci comme ça et tout, mais il y a pas forcément un même accueil. Il n'y a pas forcément un même accueil au niveau émotionnel. Il n'aide pas forcément, disons, à accoucher de l'émotion telle qu'elle est. Alors qu'avec une femme, ça peut être beaucoup plus facile. Et aussi, souvent, avec les mecs, il peut y avoir une forme de rivalité et tout, il y a un truc de dire qu'on se sent pas trop bien, montrer de la vulnérabilité et tout. Avec certains mecs, ça peut, euh, ça peut jouer un truc où quelque part tu montres une forme d'infériorité, et du coup, il y a un truc de est-ce que je suis pas moins bien que toi et tout. Enfin, en fait, entre mecs, on a facilement tendance à se comparer la bite, et du coup, avec une amie femme, ce genre de trucs vont beaucoup moins se rejouer. Donc voilà, il peut aussi y avoir pas mal de choses que peut apporter une amie femme que n'apportera pas un ami mec. Et effectivement, ça demande déjà d'avoir atteint un niveau de maturité et d'ouverture à l'altérité, de compréhension de l'autre, et de compréhension de certaines parts de soi, qui est déjà suffisant pour trouver de l'intérêt dans des relations avec des personnes qui fonctionnent différemment de soi, et pas juste être dans son boys club où justement on pense qu'au rugby et à Warhammer, quoi. Je rajouterais aussi que le drame, c'est que quand on voit les femmes uniquement soit comme des collègues, ou je sais pas, la caissière, la boulangère, soit en fait comme des personnes avec qui on va simplement interagir parce que c'est fonctionnel, mais avec qui on va nouer aucune relation proche, ou soit comme des personnes que l'on doit conquérir, séduire pour être en couple avec et avoir des relations sexuelles. Ça veut dire que à chaque fois qu'on va entrer en contact avec une femme, il va directement y avoir cette pression en gros, il faut que j'essaye de la pécho, et là vraiment, en plus pour les gens qui manquent un peu de confiance en eux, et qui comprennent pas bien les femmes, et qui sont intimidés, et qui les réifient, là c'est destructeur, parce que c'est un stress permanent, quoi. Juste, les mecs, enfin, il y en a certains, je suis sûr, ça leur ferait tellement de bien en particulier ceux qui savent pas qui n'osent pas parler aux femmes, qui savent pas comment aborder les femmes, euh, autorisez-vous à juste vous dire, je vais parler à une femme et je n'attends rien derrière. Et à la limite, s'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Mais effectivement, le plus souvent, il se passera rien. Mais juste, parlez à des femmes, bordel. Enfin, comprenez-les un peu, arrêtez de vous foutre la pression avec les meufs, parce que c'est pas en vous foutant cette pression que vous allez réussir à en séduire une, encore une fois. Enfin, juste, c'est des êtres humains, ça. C'est potentiellement vous pouvez baiser avec, mais elles servent pas qu'à ça non plus. Et juste apprenez à les connaître. Et quand vous aurez appris à les connaître, peut-être que vous comprendrez mieux aussi quand est-ce que c'est possible de les baiser, quoi. Mais il y a un moment, putain, genre, faut sortir un peu de l'autisme relationnel et social, quoi. Ouvrez-vous un peu l'esprit, je sais pas. Bon, alors en conclusion, oui, pour moi l'amitié homme-femme existe, mais ça implique simplement déjà de pas être dans un rapport complètement needy et complètement objectifiant à l'autre. Et deuxièmement, ça implique d'avoir déjà suffisamment maturé, d'être suffisamment ouvert d'esprit pour être capable de sympathiser et de trouver un intérêt dans des relations avec des personnes qui peuvent être pas mal différentes de nous, et avoir des fonctionnements assez différents sur pas mal de points assez importants de la vie. Mais du coup, c'est un problème aussi qui se pose dans des relations avec des personnes qui sont d'une culture étrangère assez différente de la nôtre, ou des personnes qui ont des traits de personnalité très différents des nôtres. Et quand on apprend à s'ouvrir et à ouvrir son esprit, et à voir simplement que les êtres humains dans le monde ont plein de spécialités, ont plein de différences, et que ces différences ne font pas de nous des ennemis ou des personnes qui ne pouvons pas communiquer, mais simplement des personnes complémentaires, et que nous avons des choses à nous apprendre, là, effectivement, on est capable de apprendre à communiquer et à s'ouvrir avec plein de personnes, et notamment des femmes, et potentiellement nouer des relations d'amitié avec elles. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a ouvert l'esprit, si tu penses qu'elle a pu te permettre de grandir, ou en tout cas t'ouvrir des portes
bah laisse un pouce en l'air, dis-en du bien autour de toi. Donc moi je suis thérapeute, vous pouvez trouver mon site dans la description et je peux vous accompagner et vous aider pour grandir, pour maturer, pour découvrir des blessures qui se jouent chez vous et pour apprendre à avoir des relations plus saines avec les femmes sans pour autant avoir besoin d'avaler des couleuvres et croire à des récits qui simplement ne sont pas fonctionnels, ne sont pas vrais. Salut!